Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin, deux groupes d'invités. Dans un premier temps, on accueille M. Volny Poultre, qui est président de la Fondation haïtienne pour l'agriculture et la relance de l'économie. C'est dans le cadre de ce symposium de 2 jours qui débute lundi prochain. Lundi prochain, lundi 22 prochain. Lundi 22. Donc on accueille sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Dans un second temps, on parlera santé mentale avec Dr Valérie Alix, directrice clinique de ce centre qui ouvrira ses portes sous peu. Catherine Lecorf, spécialiste en activité clinique, et le docteur Hans Lamar, directeur du département de santé mentale de la faculté de médecine. Je vous assure que les deux sujets vont vous intéresser. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec notre premier invité, M. Volny Poultre, qui est avec nous, on va parler, je rappelle, de les filières importantes. Et on va aussi évoquer la question de la relance de l'économie, comment s'y prendre. D'abord, bonjour M. Poultre, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, je suis vraiment flatté. Je suis vraiment flatté et content que Métropole nous ait accordé cet espace, pour parler de notre prochain symposium sur la mangue. Merci encore Wendell et nous souhaitons que les téléspectateurs ils seront satisfaits et on arrivera à capter leur attention. C'est ça. Ils vont tirer parti de cette émission, c'est en tout cas ce que j'espère aussi. Et je vous ai entendu dire notre prochain symposium. Ce qui sous-entend, il y en a eu déjà pas mal. J'ai présenté le symposium comme l'une des activités de la fondation, qui est la fondation phare. Donc, c'est notre premier symposium, mais la phare a été en train de mettre en œuvre certaines autres activités. Pourquoi avez-vous choisi la mangue comme thème, la filière de la mangue comme thème de ce symposium, ou comme sujet dominant de ce symposium? Nous avons choisi la filière de la mangue, pas exclusivement pour ce symposium, parce que il y a 3 activités qui se succèdent là, au courant de l'année en relation avec la filière mangue en général. Donc, c'est le thème filière mangue qui est l'un des thèmes sur lesquels la Fondation a jeté son dévolu. Il se dit, supportons la production de la mangue en Haïti. Maintenant, pourquoi? Et il y a 3 raisons principales qui nous poussent vraiment à penser à la filière mangue et à essayer vraiment d'obtenir que la population haïtienne, nos frères, vraiment comprenne l'importance de ce produit en Haïti. Vous savez que... Mais quelle est la situation généralement? Est-ce que les producteurs de mangue font recette, font affaire? Est-ce que les exportations sont importantes aujourd'hui? Je pourrais dire qu'elles sont importantes malgré tout. Bien qu'elles ne soient pas vraiment avec des retours très importants, mais la filière mangue, la mangue représente le premier produit alimentaire d'exportation du secteur agricole actuellement en Haïti. En termes de chiffres. Et on exporte pour 10 millions de dollars de mangue et, entre guillemets, francique à partir d'Haïti. Donc, mais nous avons un problème pendant un certain temps. Nous avons dit que nous avons un verre, en suspens, nous avons posé problème. Est-ce que le problème ça résout définitivement lui-même? Le problème le résout, mais il faut établir une vigilance permanente pour ne pas retourner. Parce que il résout les parce que pour exporter mangue, vous obligez de soumettre à un pile contrôle pour arriver à exporter.
il y a toujours, contrôle, il y a toujours là. Mais il y a qu'à flancher, on l'est. En amont de contrôle, il faut nous prendre disposition pour nous continuer à contrôler Mangoa de façon que nous diminuer le plus que possible problème qui a empêché nous continuer à exporter. On dit nous exporter pour 10 millions de dollars l'an. Vous pensez que il y a moyen pour nous doubler chiffre ça? Pour nous arriver à 20 millions de dollars, 30 millions de dollars. Est-ce que nous avons une capacité ça? Nous faits que nous connaissons pas ça en Haïti. Il y a de cela peut-être une quinzaine d'années. Tu as gagné un projet que tu as conduit en Haïti. C'était un projet de surgreffage. C'était un projet qui était visé à greffer mango francique sous de pieds mango que tu as fini grand monde. Donc, ils ont régénéré mango. Vous savez que ce projet, qui mettait en œuvre peut-être pendant 8 à 10 ans, il te permet d'augmenter la production mango de plus de 25% qu'on y a. Production mango francique seulement, de plus de 25%, un petit projet. Donc, nous avons gagné 50 petits projets comme ça. Où se situe le blocage pratiquement? Qui est-ce qui empêche la production, les relancer, les dynamiser? Je ne vais pas les vexer, je ne vais pas dire que c'est une affaire de mentalité, mais le constat que nous avons fait, c'est que nous persistons, ouais, plantation mango comme une activité de rente. Nous n'avons pas fait aucun effort pour nous augmenter la production pied mango. Parce que nous avons pied mango là, si la pluie tombe, tant mieux. Si vraiment les conditions agroclimatiques sont bonnes, tant mieux. La bord yon récolte, les pour le bord récolte. Mais si ça n'a pas au rendez-vous, récolte pas bon, non, ça, nous pas de mango. Alors que gagner de possibilités pour, ou t'as dit comme ça que augmenter là, quadrupler, quintupler vraiment la production de mangue, de toutes les mangues en Haïti. Donc son négligence. À travers de, j'aime dire là, on activité de rente, li bloqué, li fait que ou pas rentrer vraiment dans l'essence mango. Qui ça mango yé? Mango, c'est un bail biologique que lié. Li gen un bon tissu qui en dedans que ou ka adapter pour faire sauver avec. Ce qui veut dire que si vous voulez pour un pied mango, me dit comme ça que m'a fait le 500 pieds mango dans 4 ans. Je vais faire le 500 pieds mango pendant 4 ans. C'est-à-dire que je connais que je fais taille sous lui, je vais provoquer déclenchement, fructification, l'idée me dit, parce que c'est de bagages biologiques. Même gens qui ont gagné incidence sur toute bagages biologique, et bien, on a gagné sous pied mango de façon pour faire le produit. Si on voulait vraiment un gros mango, nous avons fait en sorte que le mango nous en vienne. Pas gagné de sorcier là-dedans, et tout l'autre pays qui a produit mango qu'on y a, mais c'est dans le domaine ça. Ça empêche, par exemple, l'idée ça pas évoquer, bon, pas seulement évoquer, mais matérialiser par fondation, par exemple. Fondation limitée? Nous ne pas mettre dans la tête que fondation fondation a dénoncé la situation. Ça, nous croyons que c'est World Fondation. Dénoncer l'état que nous vivons là qu'on y a, pour nous demander que, et faire comprendre que le cas a changé. Mais que nous-mêmes, que nous changeons, nous ne sommes pas producteurs là-dedans. C'est acteur qui n'a que pour nous arriver conscientiser de façon que il a changé. Est-ce qu'il y a une association de producteurs de mangue en Haïti? Et c'est deux grands thèmes symposium. Le deuxième jour du symposium va être une journée pour nous réfléchir sur l'accompagnement socio-économique de la filière mangue. Ce qui veut dire que mangue, de production jusqu'à transformation ou exportation, il y a différents groupes qui accompagnent différentes étapes. Eh bien, comment différents groupes qui contribution, qui relation entre eux et comment que contribuent à supporter l'augmentation. C'est peut-être samedi, deuxième symposium, c'est un jour que nous pourrons mettre en face différents pays
qui n'a production mangue, qui n'a exportation mangue. Pour venir parler nous de structures socio-économiques, comment elles fonctionnent dans le pays et comment on croit que l'incidence structure ça y est sous production mangue. C'est-à-dire que nous avons écouté le Pérou qui a bien présenté nous vraiment structure socio-économique là, n'a pas écouté la République dominicaine qui pourra présenter nos structures économiques ça comment que lié. Vous comprenez et n'a fait une analyse comparative par rapport à incidence structure ça sur les niveaux de production et de valorisation de la monnaie. Si on a parlé de relance de l'économie et quel rôle le ministère de l'Agriculture a dû jouer dans ça? Eh bien, c'est peut-être c'est seul bagage pour le ministère de l'Agriculture n'a pas connaît dans symposium non. Mais c'est bien dommage nous t'es tenté vraiment intéressé et service en République dominicaine qui y a ministère de l'Agriculture qui accompagne la production mangla mais les pas venir. Mais qui ça les là là? On parle en premier rôle l'État et il a commencé à prendre bien. C'est là que on a bloqué l'exportation de mango. Là, on a bloqué l'exportation de mango, l'État te prend disposition pour te voir comment que la combattre population mouche des fruits dans mango parce que c'est lui-même qui était la cause que vous avez bloqué. Voilà. Donc, il était allé sur le terrain, il mettait brigade sur place, il mettait piège, il a contrôlé pour voir comment la peut évoluer. Mais le problème, c'est que ils sont faits des hauts et avec des bas, avec des hauts et avec des bas. C'est-à-dire que l'accompagnement n'est pas suffisamment soutenu et permanent et constant pour accompagner là. Deuxièmement, à part l'État haïtien, il faut que les autres acteurs n'ont pas été exclusivement dans les parties qui concernent, mais qu'on pense à toute filière là tout. Qui contribution pas vraiment gros pas le bail pour supporter ça pour fait pour garantir que voilà. Donc on t'a l'impression que tu gagnes plus mango longtemps. C'est pas ça monsieur Poultre? Je préfère pas prononcer sous lui. Bien entendu, on connaît les déboisements faits dans le pays on malheureux sur le terrain acculé le besoin comme dans l'immédiat et c'est pieds mango à crétel l'a couper l'a vendre et est-ce que nous augmenter non m'pa quoi parce que qu'on y a quand même un début qu'a fait dans augmentation de la filière mangue ici en Haïti, c'est-à-dire que on commence à rendre compte que il y a 2-3 vergers qui commencent à produire ou pas produire mango et nous aller plus loin que pied mango isolé que nous avons gagné dans toute plantation. Donc, c'est comme ça que nous avons avancé avec lui. Maintenant, on retourne sur le symposium avant de finir. D'abord, qui est-ce qui est concerné? Est-ce que c'est producteur de mangue seulement qui est concerné dans le symposium ça? Et quelles sont les conditions de participation? Alors, 2 questions. Au début c'est un symposium. Un symposium, c'est une réflexion mais qui est très scientifique sur une problématique. Donc, scientifiquement, nous pouvons l'approcher, toute bagaille ça que nous parlons pour nous connaître qui a port, qui est pour faire dans le domaine ça. Donc, ce qui veut dire que on aura des chercheurs, beaucoup de chercheurs, on aura des professionnels, on aura des représentants de tous les acteurs qui dans la filière mangue, mais c'est bien dommage et c'est dans le centre BRH que nous avons fait. Quantité à limiter, donc il n'est pas ouvert au public, c'est sur invitation vraiment. Il y a à peu près une centaine de personnes. Comme réflexion, l'a dépassé, j'aime dire là vraiment, réflexion elle a dépassé vraiment niveau national là, et nous aurons également des intervenants de la communauté internationale. Notamment, il y a un gros participant que nous gagnons là-dedans et qui supporte, c'est le Mango Board. Le Mango Board, c'est une structure qui, aux États-Unis, qui l'a exclusivement pour encourager le peuple américain à consommer mango. Ça pour le faire, comment pour dire, quelles sont les variétés, il a fait test, il a fait toute bagaille. Donc, il y a présent avec nous à travers 5 représentants
Et nous avons gagné également la République dominicaine qui est présent, le Pérou à présent, et puis des spécialistes nationaux, vous comprenez, que tout le monde connaît très bien. Est-ce que ça veut dire que nous déjà affiché complet? Nous pas trop intéressés à ce que l'autre monde vienne profiter de l'expérience, de connaissances et de résultats à recherche? Nous pouvons, parce qu'en fait, nous avons invité une centaine de personnes, nous finissons distribuer invitations déjà. Mais une seule garantie que nous avons, c'est que le symposium l'a sorti avec les actes du symposium. L'a sorti avec les actes de pour un dossier que nous avons et l'a gagné un reportage très complet sur le symposium que nous avons passé en différé. Et ce ne sera pas, si vraiment je nous souhaitais là que ce symposium soit un succès, ce ne sera pas le seul parce que nous déjà avons réfléchi sur un deuxième symposium qui a orienté beaucoup plus vers la transformation de la mangue, la commercialisation de la mangue, le financement de la mangue. En retournant sur l'objectif symposium, non? Qui ça visait? Nous visons sortir avec des recommandations sur le quoi faire pour supporter une augmentation et une valorisation de la production de mangue en Haïti. Et vous croyez que c'est possible? Oui, ça n'a pas de doute là-dedans. N'a pas allé, n'a privé et n'a sorti là-dedans. Parce que m'a mesuré ampleur feedback que je commence à recevoir là déjà et depuis tantôt 3 semaines. Donc, je senti que mon paraît pour symposium. Petite question de poser, vous va répondre, non? Vous ne pouvez pas arriver sous lui. L'homme de parler de est-ce que gagner des associations de planteurs de mangue qu'on connaît qui existaient? Oh oui. Il y a une coopérative de mangue, il y a une fédération de coopératives de producteurs de mangue, il y a une association de producteurs de mangue, et tout groupe ça a représenté vraiment. Est-ce que Mounsa yo en synergie avec Fondation? Est-ce que nous travaillons ensemble? Il y a un bagage que je dis pour tout le monde, pour les téléspectateurs aujourd'hui, Fondation liée à ses premières activités. Nous sommes en train de lancer la fondation. Nous lançons avec 2 grandes activités. Nous lançons avec le prix Frédéric Kebro qui récompense l'étudiant finissant en agronomie qui aura présenté le meilleur mémoire de sortie pour l'obtention de sa licence et au niveau national. Ça lie en cours. Et le mois prochain, nous avons gagné un gagnant et nous allons le faire là. La deuxième chose que nous avons déjà lancé là-dedans, c'est ce catalogue que nous allons aller, que nous allons faire, vraiment que nous allons aller et mettre à la disposition publique là, à l'occasion de symposium. Catalogue ça, son catalogue qui gagne 90 variétés de mangue haïtiennes. Sur les 150 que l'agronome François Sevrin de regretter mémoire que lui-même l'était identifié déjà en Haïti. Donc, et ça, son deuxième travail. Et l'autre travail que nous avons fait, ça a été la participation de la Fondation au festival international de la mangue à Miami. Donc, vous dites-nous que combien de variétés qui sont disponibles? Là, catalogue ça a sorti, nous sorti avec 90 variétés déjà. OK. Mais probablement, nous avons l'autre édition qui permet que nous allions jusqu'à 150 variétés. Vous comprenez? Nous avons continué le travail sous lui. Et chaque variété, il gagne 3 planches dans le catalogue là. C'est-à-dire que il y a une planche qui présente fruits, il y a une planche qui présente graines, ce qui veut dire semences là, et puis il y a une planche qui présente partie végétative. La pied bois lui-même, mais comment là, il gagne 90 variétés là-dedans. Elle est disponible pour le public à partir de lancement
symposium. Et n'a permettre de faire et ajouter que l'autre initiative que nous apprécions en pile, c'est l'initiative d'une citoyenne haïtienne qui vient où nous, qui dit nous comme ça que il gagne un agenda que le sorti chaque année pour les écoles en Haïti, mais chaque année, il gagne un thème particulier qui fait fond, qui fait base agenda. L'année dernière, c'était la collection du bon, les oiseaux d'Haïti. Et bien, année ça, il a demandé nos autorisations s'il était qu'à utiliser photo catalogue nous pour illustrer agenda. Ce que nous avons fait avec plaisir et nous comptons pour nous ouais, que agenda sorti avec un pile page qu'a présenté, qu'a porté nous à prendre conscience vraiment. Nous pas qu'à jouer avec Mangan Haïti. Merci, M. Volny-Paul Tremapaplo, président Fondation haïtienne pour l'agriculture et la relance de l'économie. On a dit que symposium, c'est 22-23. 22-23. Lundi 22, mardi 23. Et c'est dans le centre de convention et de documentation de la BRH. De la Banque centrale, à la rue Pavé. À la rue Pavé, au bas de la rue Pavé. Merci encore une fois. Pas de numéro de téléphone qu'on a quitté pour contact, pour des informations, c'est pas nécessaire? C'est pas nécessaire. Tenez, non, pas de problème vraiment. Vous pouvez contacter, je suis au 37 19 71 12. 37 19 71 12. Merci encore une fois, M. Volny-Paul de la Fondation haïtienne pour l'agriculture et la relance de l'économie. Bonne chance avec la Fondation et à bientôt. Merci beaucoup et merci de nous avoir reçus. Et nous souhaitons pouvoir vraiment continuer à garder de très bons rapports pour que Métropole continue à nous soutenir dans notre contribution au développement de l'agriculture. Merci encore une fois. Merci. Voilà, madame, monsieur, c'est pour la première partie de la rubrique Le Point de ce vendredi. Volny-Paul de la Fondation haïtienne pour l'agriculture et la relance de l'économie. Dans un instant, ou encore tout de suite après la pause, on accueillera le deuxième groupe d'invités pour parler santé mentale avec l'ouverture de ce centre bientôt à Port-au-Prince. Nos prochains invités, Dr Valérie Alix, directrice clinique du centre, Madame Catherine Lecorf, spécialiste en activité clinique, Dr Hans Lamar, directeur du département de santé mentale de la faculté de médecine. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est le deuxième groupe d'invités que l'on accueille, composé notamment du docteur Hans Lamar, directeur du département de santé mentale de la faculté de médecine, Catherine Lecorf, spécialiste en activité clinique, Valérie Alix, directrice clinique du centre. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, docteur Hans. Bonjour, Wendell. Bonjour, madame Lecorf. Bonjour. Nous allons parler santé mentale avec l'ouverture du centre. Tout à fait. Revivre, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui. En fait, l'inauguration, c'est aujourd'hui? Oui, tout à fait. OK. Première question. Quand on parle de santé mentale, de quoi on parle? Eh bien, la santé mentale est un continuum qui concerne, bien sûr, tout d'abord la santé des individus et plus spécifiquement la santé psychologique. Quand on aborde la question des problématiques de santé mentale, on va au-delà même de se considérer comme un état de bien-être. Quand les gens éprouvent des difficultés, ils ont un état de bien-être qui est diminué par rapport à celui qu'ils devraient avoir. Et ce manque de bien-être est souvent l'objet de souffrance. Alors, il y a des problèmes de santé mentale légers, il y a des problèmes de santé mentale plus profonds, et là, on entre dans le domaine de la psychiatrie. Un malade mental,
C'est pas seulement les gens qui circulent, qui déambulent dans la rue, tout nus, non? Alors, c'est une image qui, je dirais, peut affecter la santé mentale. On a l'impression qu'effectivement, ces individus qui n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes sont représentatifs de ce qu'est la santé mentale. Or, ce n'est absolument pas le cas. Je pense que déjà dans notre première rencontre, qui s'était déroulée au mois de novembre 2017, je vous avais dit qu'en fait, la santé mentale était une maladie silencieuse. Les gens souffrent beaucoup à l'intérieur d'eux et cela prend, je dirais, une organisation particulière pour permettre à la fois de diagnostiquer le problème de santé mentale et proposer des solutions à ces difficultés. Ce qui m'amène à m'adresser à Madame Lecorf, Catherine Lecorf, en sa qualité de spécialiste en activité clinique. Comment découvrir des problèmes de santé mentale chez un individu? Je pense, si on parle de la première personne qui va se rendre compte d'un problème de santé mentale, probablement que ça va être l'individu lui-même en ressentant un état de souffrance par rapport à son état habituel, qui va être témoigné aussi par des impacts dans sa vie quotidienne, dans sa capacité à se déployer, à se réaliser, à être en relation avec les autres, à être capable d'accomplir son travail. Donc, on a une première étape qui est là. Ensuite de ça, comme professionnel, la première étape est certainement l'évaluation, afin de savoir quel type de traitement, de quelle manière est-ce qu'il sera le plus efficace d'aider cette personne-là. Il faut commencer par identifier quelle est la source de la souffrance chez l'individu. Pour faire ça, c'est des traitements qu'on fait de manière au centre Revivre, multidisciplinaire. Donc, on va se pencher à plusieurs professionnels pour être capable de bien interpréter la situation de la personne, comprendre la source de sa souffrance, comprendre les impacts de cette souffrance-là dans sa vie quotidienne, sur son travail, sur ses relations interpersonnelles. Donc, ceci dit, on peut facilement diagnostiquer un malade à partir de quelques symptômes dont le sujet, dont le patient est d'abord conscient. C'est sûr qu'il y a une partie du travail aussi où est-ce que en thérapie, puis ça commence dès l'évaluation, on va amener la personne à conscientiser une partie des symptômes. Parce que souvent, quand la personne vient consulter, elle ressent un état de souffrance. Est-ce qu'elle est en mesure d'identifier exactement d'où est-ce que ça provient? Quels ont été les facteurs déclencheurs et précipitants de ça? Pas nécessairement. Est-ce qu'elle est capable d'identifier également les facteurs de maintien de la maladie? Pas nécessairement. Ça, c'est notre travail comme professionnel, d'amener la personne à mieux se comprendre à travers la problématique pour être capable ensuite de changer. Est-ce que c'est simple, juste pour terminer de répondre à cette question-là? Je ne peux pas dire que c'est simple. Ça prend des études universitaires pour en arriver à être capable de faire une évaluation diagnostique et ça prend plusieurs rencontres. Ça prend des rencontres d'évaluation menées par l'intervenant ou le professionnel. Et souvent, ça prend l'aide d'outils d'évaluation qui vont nous permettre d'aller identifier vraiment chez la personne, à partir des connaissances scientifiques en santé mentale, quels sont les symptômes et à quelle maladie est-ce que ces symptômes-là pourraient s'apparenter. Et Dr Valérie Alix, ou peut-être Dr Hans Lama, bon, d'abord Dr Valérie Alix, si l'on envisage de doter le pays d'un tel centre, de créer ce centre, ça répondrait à une nécessité, un besoin, une urgence? Alors, probablement que je répondrai à la place de Valérie Alix. Comme vous le savez, cela fait à peu près depuis maintenant 6 à 7 ans que j'interviens au niveau de la formation des étudiants en médecine et des résidents en psychiatrie. Je pense que pour qu'il y ait une structure la plus large possible afin de prendre en charge les problèmes de santé mentale, il faut qu'il y ait des professionnels. Il faut former des professionnels. Il y a divers autres spécialistes de la santé mentale qui se sont haïtiens, qui se sont exprimés déjà. Et je pense que nous arrivons tous à la conclusion
qu'il y a un déficit très clair en moyens humains et en moyens, je dirais, matériels. Est-ce qu'il faut construire plus d'hôpitaux? Est-ce qu'il faut construire plus de dispensaires? Moi, je vous dirais, il faut former des spécialistes en santé mentale en Haïti. Et donc, et maintenant, quelle est la position du centre? Nous voulons mettre sur pied un centre d'excellence. Un centre d'excellence qui va permettre à des professionnels, à des spécialistes de la santé mentale haïtiens et à des spécialistes étrangers, je dirais, de venir partager leur compréhension commune de la santé mentale et permettre justement d'établir une formation de plus en plus compétente pour la santé mentale. Alors, voilà. quand on m'a annoncé qu'on allait mettre sur pied un centre en Haïti, alors c'est pour revenir au sens de ma question, je m'étais dit, mais quoi, alors là, tiens, est-ce qu'ils ont observé qu'il y a un besoin? Est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de gens qui ont des problèmes de santé en Haïti? Parce que d'abord, il faut qu'il y ait un marché. Créer un centre, si ça répond à une nécessité, c'est parce que le marché, il y a un marché pour cela. Donc, est-ce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de gens traumatisés qui ont des problèmes de santé mentale? D'abord, les conditions de vie des Haïtiens. Ensuite, les traumatismes provoqués par les différentes catastrophes qu'on a eues. Petit éclaircissement aussi qu'on aurait aimé avoir. La frontière entre des problèmes liés à la psychologie et à la psychiatrie. Votre question elle est très intéressante et oui, selon nous, le Centre Revive a sa place en Haïti, en ce sens que la santé mentale n'a pas de frontières. Donc, peu importe le pays, peu importe la culture, la santé mentale est présente. C'est important pour tout le monde d'avoir une bonne santé mentale. Et dans la vie, on fait face à plusieurs choses, on vit plusieurs difficultés. Et oui, Haïti a vécu beaucoup de moments difficiles, beaucoup de traumatismes. Donc, en ce sens, le Centre Revive peut amener un plus à la population haïtienne. Et de plus, ce qui est important avec le Centre Revive, ce que nous, on veut amener à la population haïtienne, c'est vraiment l'éducation. Fait que c'est vraiment d'aller déstigmatiser tout ce qui entoure la santé mentale. Parce que souvent, quand on parle de santé mentale, on va parler de maladie mentale et puis on a vraiment cette image quand même assez caricaturale, assez négative. Et puis on pense vraiment à l'extrême. Et souvent, ce n'est pas tout le monde qui se situe à ce niveau et la santé mentale se situe dans un continuum. Donc souvent, la personne ne va pas bien, comme Catherine le mentionnait, elle ne sait pas ce qui ne va pas. Donc c'est vraiment de passer dans l'éducation. Donc nous, on veut vraiment aller toucher toutes les sphères de la société, aller dans les écoles, aller dans les milieux de travail et vraiment faire de l'éducation pour comprendre ce qu'est la santé mentale. Et aussi pour que la personne puisse distinguer, il n'y a pas juste l'aspect de maladie lorsqu'on parle de santé mentale. On traverse des fois des moments plus difficiles, donc on va avoir des déprimes, mais des fois, ces déprimes-là, on n'arrive pas à revenir de ça, donc ça peut nous mener vers la dépression. C'est de pouvoir faire la distinction et savoir quand consulter. Aussi. Donc, c'est en ce sens que oui, nous croyons que... Donc à travers le centre, on fera de l'éducation aussi. Oui, oui, oui. C'est vraiment un aspect très important pour nous. Mais pas de traitement et... Bien sûr, le traitement. Bien sûr. Donc, nous allons offrir différentes gammes de services. Donc, c'est sûr, on peut parler les traitements psychologiques, d'où la raison nous avons une équipe multidisciplinaire constituée de psychologues. Nous avons psychoéducatrice, Mme Catherine Lecorf. Nous avons des psychiatres, mais nous avons aussi des médecins généralistes aussi qui font partie de l'équipe. Et avec cette équipe-là, nous voulons vraiment aller chercher les compétences de chaque personne pour pouvoir ensuite redonner à la population. Docteur Hans Lamar, à quel moment de la durée on peut se rendre compte qu'on est en santé mentale? C'est une question. Est-ce que je peux dire que je jouis d'une bonne santé mentale? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Tout à fait, tout à fait. Je pense que... sans risque de me tromper? Sans risque de vous tromper. Bon, parfois on se trompe soi-même. Mais je dirais que comment savoir qu'on a une bonne santé mentale? Eh bien, il y a un certain nombre de paramètres. Tout d'abord,
est-ce que notre humeur est de bonne qualité? Est-ce que nous nous réveillons le matin en nous disant, tiens, chouette, je vais aller passer ma journée, faire mon travail, envisager d'aller voir des amis le soir, après la journée, prévoir un week-end, prévoir des voyages, avoir une vie relationnelle intéressante, de ne pas se dire que les gens qui nous entourent ne sont pas suffisamment, comment dirais-je, sensibles à ce que nous sommes. Nous avons une bonne productivité au travail. Donc, il y a un certain nombre de phénomènes. Mais il y a aussi le feedback de notre entourage. Si, par exemple, votre conjointe vous dit « Écoute, Wendell, ça fait quelques jours que vraiment, quand tu te réveilles, tu es morose, tu es un peu plus irritable, tu sembles prendre les choses personnellement », eh bien, on peut commencer à se poser des questions. Mais là encore, la santé mentale, c'est un continuum. Et ce continuum, eh bien, il se termine par les maladies psychiatriques. Quelqu'un qui passe toute sa journée, par exemple, guindé, qui ne parle pas, qui ne sourit pas et qui donne l'impression d'être sur ses gardes, est-ce que c'est un malade mental? Alors, il faut bien, comment dirais-je, envisager d'autres éléments. Est-ce que c'est un état continu ou y a-t-il eu un changement? Et je pense que la notion du changement de caractère, de comportement, est un facteur très important de dépistage d'une problématique de santé mentale. OK. Mesdames, je ne sais pas qui va répondre. Aujourd'hui, quelle est la situation en Haïti? Est-ce qu'à votre avis, il y a plein de gens souffrant? La situation est très préoccupante. Est-elle préoccupante? Elle est préoccupante. Elle est préoccupante. Et je pense que nous avions abordé cela lors de notre première rencontre. Elle est préoccupante pour différentes raisons. Et ça, vous l'avez bien identifié. Tout d'abord, nous vivons dans un pays difficile. J'étais récemment à la radio, la veille du 17 septembre. Et l'intervieweur m'a dit, mais quel peut être l'impact de cette espèce de psychose générale de ce qui pourra arriver le lendemain? Donc on parle du 17 septembre. Et donc ça fait à peu près plusieurs semaines que les gens anticipaient cette date avec toutes les répercussions que cela pouvait avoir, etc. C'est un élément assez classique de la vie sociale haïtienne, ces éruptions politico-sociales. Mais nous avons aussi les impacts des catastrophes. Mais surtout, et je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est que je pense qu'en Haïti, nous avons un espèce de fil continu de stress. Le stress de manger, le stress de trouver un travail, le stress de trouver des soins médicaux de bonne qualité, les soins, la préoccupation concernant le devenir de ses enfants, etc. Donc, je dirais que toutes ces notions qui, par exemple, dans des pays plus développés, mieux nantis que nous, je dirais, ne constituent pas des préoccupations fondamentales. Et vous savez, il y a un scientifique, il y a de cela 40 à 50 ans, qui s'appelait Maslow, et qui a formulé le principe de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Nous avons des besoins essentiels, et au fur et à mesure, nous avons des besoins de moins en moins essentiels. En Haïti, je dirais, nous sommes un peu toujours en haut de la pyramide, ce qui n'est pas forcément un bon signe. Ah. Nous sommes dans les besoins de base, nous sommes dans les préoccupations de base la plupart du temps. Donc ça, c'est collectif. Ça, c'est collectif. Et oui, individuellement, comment réagir? Alors, je vais vous dire une chose. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, la psychologie individuelle se calque tout à fait sur la psychologie collective. Les individus sont anxieux, comme les groupes sociaux sont anxieux. Les individus sont déprimés, comme les groupes sociaux sont déprimés. Nous sommes méfiants, un peu paranoïaques, comme les groupes sociaux peuvent avoir des croyances, partagent le même type de croyances. Donc, toute personne méfiante est paranoïaque, docteur? Alors, là encore, il y a des degrés. Il y a des degrés. Mais il est certain que certaines convictions, lorsqu'elles se basent sur des éléments un peu irrationnels, peuvent être à ce moment-là considérées comme une forme de paranoïa.
Merci et Valérie Alix, merci Catherine Lecoff, merci Dr Hans Lamar. Un point. On parle souvent ces derniers jours de suicide. Vous avez tantôt évoqué la déprime qui pourrait se transformer en dépression ou dépression transformée en déprime. Résultat, ce serait le suicide. Docteur Lecoff, il y a possibilité de prévenir les suicides liés à la déprime? Tout à fait. Le suicide, mais en fait, les idées suicidaires, ça va toucher les gens à travers différentes problématiques. C'est sûr qu'au niveau de la dépression peut mener à avoir des idées suicidaires, mais on va retrouver ça aussi dans d'autres problématiques. Je pense que c'est important de comprendre par rapport aux idées suicidaires qui peuvent mener au suicide, c'est que c'est l'expression d'une souffrance, et puis c'est l'expression d'une incapacité à tolérer cette souffrance-là, où est-ce que la personne, rendue à un certain point, n'arrive plus à être capable de soutenir l'intensité de la souffrance et n'arrive plus non plus à conceptualiser qu'il pourra aller mieux ou qu'il pourrait avoir d'autres solutions à cette souffrance-là qu'il est en train de vivre. Donc, étant donné que c'est d'une certaine forme, c'est une recherche de solutions pour échapper à la souffrance. Des solutions, par exemple, pour échapper à la souffrance, il en existe d'autres que le suicide. Et puis, c'est à cet endroit-là qu'on peut aller travailler, puis aider la personne à se diriger vers des avenues que seule, peut-être, elle n'était plus en mesure d'envisager, mais avec un support adéquat à ce moment-là, qu'elle sera capable d'envisager, de se développer. Et donc, à travers ces stratégies-là, le suicide ne deviendra plus une option qui soit intéressante parce qu'il y aura un projet de vie nouveau, il y aura des nouvelles capacités pour gérer les difficultés que la personne est en train de vivre. Mais comment se rendre compte Alors, que cette personne va se suicider? Comment prévenir tout ça? Alors, c'est très simple. C'est très simple. Je vous regarde et je vous vois un peu perplexe. Oui. Alors, écoutez, c'est très simple. C'est très simple pour nous parce que nous vivons avec je dirais, cette problématique qui peut être bien sûr très grave parce qu'il faut dire que le suicide touche à un impact énorme sur les intervenants. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment prévenir le suicide? Tout d'abord, il y a certaines maladies qui sont plus à risque d'avoir le suicide comme complication. En fait, il faut voir le suicide comme une complication d'un problème de santé mentale antérieur. Alors, il y a la conception psychologique du suicide, mais aussi la conception biologique. Et comme je le dis, les problèmes de santé mentale peuvent avoir une base psychologique, mais aussi une base biologique. Et plus on s'avance vers la psychiatrie, plus les bases sont biologiques. Alors, il est évident que les gens qui souffrent d'un épisode de dépression sont plus à risque d'avoir un risque suicidaire. Et la responsabilité des intervenants est justement d'identifier la présence ou non d'un risque suicidaire chez leurs patients. Parce que nous voulons les aider à rester vivants. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de cas en Haïti? Vous savez, nous pensons que nous allons rencontrer beaucoup de cas. Régulièrement, je suis appelé pour donner des avis, des opinions, soit sur dossier ou soit au travers de mes rencontres. Vous savez bien que je suis responsable du département de santé mentale à l'université. D'autre part, je suis professeur de psychiatrie à l'Université de Montréal. Je dirais que le suicide, le risque suicidaire, pas le suicide, le risque suicidaire pour moi est à peu près quotidien. Il n'est pas, je dirais, quelque chose qui m'obsède et m'obnubile dans la mesure où nous avons des moyens, nous avons des échelles pour évaluer le risque suicidaire. Et je pense que les intervenants doivent être toujours préoccupés par cela. Le suicide n'est plus actuellement une fatalité. Vous dites, docteur, que le suicide n'est pas une fatalité. Voilà. Vous pouvez m'aider à comprendre ça? Alors, de penser que de toute façon, les gens qui sont suicidaires vont se suicider n'est plus une façon de concevoir le problème. Comment doit-on le concevoir? Eh bien, nous devons le concevoir selon un mode biopsychosocial.
Nous devons voir l'aspect biologique. Est-ce que cette personne a besoin de médicaments? Est-ce que cette personne est capable psychologiquement de faire face à cette complication mortelle? Et puis d'autre part, est-ce que son environnement est capable de lui apporter l'aide nécessaire? Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons d'aider quelqu'un à ne pas arriver à cette extrémité, malheureusement, là, qui est dramatique. Alors, le problème, si je crois bien comprendre, c'est que ce n'est pas une fatalité, mais il peut le devenir, docteur. Il peut le devenir, et malheureusement, je vous dirais, parce qu'on n'a pas pris les précautions nécessaires. Maintenant, comment le prévenir? Comment savoir que quelqu'un a des intentions suicidaires? Si la personne se tait, si la personne n'a pipé mot, si la personne ne vous dit rien, ne partage ses intentions avec autrui, comment protéger cette personne? Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé du modèle biopsychosocial. Les parents, vous avez l'impression que votre fils, votre femme, peu importe, votre frère, change de comportement, est de plus en plus replié sur lui, eh bien, c'est probablement le moment de voir s'il a la structure autour de lui qui lui permet, d'abord s'il est conscient de ce qui lui arrive, et s'il y a la structure autour de lui qui lui permet, je dirais, d'essayer de surmonter ces difficultés. Il y a l'utilisation de médicaments, on parle d'antidépresseurs, qui sont des médicaments de nature à prévenir le suicide, mais il y a aussi l'encadrement psychologique. Et donc, je dirais, il y a d'abord l'identification, l'analyse fonctionnelle, le diagnostic et le traitement. Et ce traitement, il est multimodal. Et je finirai par ceci, nous n'en avons pas suffisamment parlé. Le Centre Revivre est un centre, comme je vous le disais, je dirais, avec une conception très moderne de la santé mentale, à savoir que nous avons une évaluation multidisciplinaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne dit pas que c'est le point de vue psychiatrique qui prédomine, ce n'est pas le point de vue psychologique qui prédomine, ce n'est pas le point de vue social qui prédomine. Nous voulons mettre sur pied ce qu'on appelle une évaluation multimodale où différents spécialistes auront à rencontrer la même personne et dire, bon, cette personne n'a pas besoin de médicaments, mais il a besoin d'une psychothérapie, mais peut-être qu'une psychothérapie de couple, par exemple, ou d'une psychothérapie familiale pourrait être un additif au plan de traitement et ainsi aller chercher les résultats des résultats de meilleure qualité. Voilà. Docteur, dans la police, par exemple, il y a de nombreux cas qui sont recensés, cas de suicide. Comment prévenir, comment protéger ces policiers? Eh bien, leur fournir des intervenants. Mais je vais laisser Catherine s'exprimer. Je pense qu'un aspect central, en fait, parce que là, on parle vraiment du dépistage, du suicide, comment est-ce qu'on fait pour savoir? Mais je pense qu'un aspect vraiment central, c'est de commencer à ouvrir la discussion. Pas seulement sur le suicide, mais ouvrir la discussion sur la santé mentale, ouvrir la discussion sur le bien-être psychologique et commencer à discuter de personne à personne de comment je vais moi et d'être en mesure, parce que si on diminue un peu la stigmatisation, ça sera plus facile de nommer quand ça va pas bien. Ça sera plus facile aussi de nommer quand ça va pas bien que peut-être qu'on aurait besoin d'un support extérieur. Et puis ça, déjà, ça ferait un bon bout de chemin vers la prévention du suicide parce que quand on en arrive à ce point-là, c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées avant qu'on se soit rendu à avoir ce type d'idée-là et ce type d'envie-là. Donc, si on peut en parler beaucoup plus tôt du bien-être psychologique et surtout du moment où ça commence à aller moins bien, et ça, c'est vrai à travers tous les corps de profession, que ce soit dans notre famille, que ce soit pour les policiers, que ce soit pour peu importe qui, il faut parler. Pour quelqu'un qui a des dettes, par exemple. Bien sûr, tout à fait. Alors, c'est certain que d'avoir une dette, et surtout en Haïti, c'est un facteur de stress très important. Mais vous parliez des policiers. Eh bien, je vous dirais qu'il y a des catégories à risque. Les catégories à risque,
entre autres les policiers, ce sont des gens qui sont soumis à des stress énormes, énormes. Docteur, Gayen, alors, par contre, si docteur Valérie Alex a intervenu, a voulu intervenir sur cette question, d'autant que c'est un créole, pas poser. Il y a un groupe de médecins et un groupe de jeunes qui organisent qui ont un programme qui fait qui aurait les causes et santé. Et ils dit pour demander, est-ce que les gens qui veulent suicider tête dans l'ensemble, est-ce que Gayen y a une caractéristique commune qui peut permettre de gens et aider les gens à prévenir ça? Nous ne pouvons pas répondre, mais c'est pour nous bon temps. On va parler créole en pile. Pas de caractéristiques communes, c'est pour ça qu'on a parlé d'éducation en pile, pour les gens qui sont à l'aise pour les venir parler de ça. Parce que tout le monde est différent. Et que tout le monde a exprimé idées suicidaires de manière différente. C'est-à-dire que les gens qui viennent et puis, ouais, depuis quelque temps, ils ont changé. Comme s'il parlait moins, il ne parlait pas sortir encore, il ne parlait pas manger. Mais il y a des cérémonies, les ont décidé de finir avec la vie, ça a fait qu'ils viennent piquant. Et puis ils ont commencé à vendre toute bagaille comme si ils allaient. C'est pour ça que tout le monde a réagi d'une manière différente. Mais c'est pour ça que nous devons faire un pile d'éducation pour que si vous avez un monde qu'on est bien et puis vous voulez changer, même si vous n'avez pas dit exactement ça lié, ou après, ah, un bagage qui n'est pas bon avec elle, est-ce que je peux les centres-villes pour me parler de ça ou me boyer le centre-ville pour lui parler de ça? Fait que c'est dans l'éducation parce que tout le monde pas réagit même genre. C'est pour ça que pas de caractéristiques communes. Oui. Et puis Centre-Vive, son centre qui va l'occuper de tout problème de toxicomanie. Problème alcoolisme et problème toxicomanie. Problème toxicomanie, sont un gros problème en Haïti actuellement. Pour qui ça soit un gros problème, c'est un problème qui touchait surtout les jeunes. Et donc, la force vive de la nation. Donc, problème toxicomanie, c'est un problème très important. Il faut nous occuper nous de problème ça. Alors, si la société toute, que ce soit toxicomanie, ou bien l'autre problème, j'en dis là, est-ce que vous avez des données statistiques sur la quantité de monde qui est malade? Tout à l'heure, Catherine t'a dit nous que le problème santé mentale là, c'est un problème universel. Et je vais parler du docteur Mars, du docteur Louis Mars, qui est le premier grand psychiatre en Haïti. D'ailleurs, il y a un centre qui portait nom monsieur. C'est son gros psychiatre. C'est ça? Mars and Klein. Klein, son médecin américain. Docteur Mars, monsieur son qui t'a réfléchi en pile sur la santé mentale. Et bien un jour, monsieur dit, en fait, bail maladie mentale, son bail qui est universel. Expression santé mentale là, c'est local. Comprenez? Et donc, si nous basons sur statistiques générales, disons que 25 à 30% de monde dans une société a un problème santé mentale, majeur ou mineur. Et parmi ces 25%, il y a 50% qui ont besoin de soins. Donc, on peut imaginer, comprendre qui est étendu le problème là. Donc, ça t'a dit que carité là, moi, je posé une question. Auditeur, très intéressé à la question que je posée là, et puis je me charge avec problème santé mentale. Oui, qui peut le développer. Ou qu'à rentrer un côté sous 100 moun, ou qu'à rentrer dans le côté 100 moun, ou certain que il y a 10% de ces moun qui l'avaient qui besoin de soins en psychiatrie. Son bail statistique, c'est comme ça. Bon, on dit soins en psychiatrie, mais avant de réagir à soins en santé mentale. Soins en santé mentale, globalement. Non, alors, je vais quitter Valérie faire adjoint. Mais en général, dans l'opinion des profanes, par exemple, c'est comme si on considérait, de vous parler de psychiatrie, on voit que c'est la phase ultime. C'est ça qu'il faut nous comprendre. Oui. Parce que santé mentale, là, ce n'est pas seulement la psychiatrie. Santé mentale, là, ce n'est pas seulement la psychiatrie. Santé mentale, là, c'est des bagailles, c'est des difficultés légères, moyennes, et puis l'œil au grave, on comprend en plus la psychiatrie. Oui, docteur? Oui, c'est ça. Ça me donne rien à ajouter, c'est parce que docteur ma guérison. Mais nous avons fait exclusion parce que Catherine Lecoff seulement a observé, nous ne pas intervenir les mêmes. Non. Vous voulez nous parler français, Kounia?
Non, c'est Jean Roulé. Ok. C'est Jean Roulé. Ça me dirait me rajouter, docteur Lama a raison, il y a 25 à 30% de monde qui a un problème de santé mentale, mais ça ne veut pas dire tout le monde malheureux, tant qu'il y a un peu de monde qui a un diabète. Et puis, est-ce que si vous avez un diabète ou tout le temps malade? Non. Parce qu'on prend un médicament, il va régulariser, il va fonctionner comme tout le monde. Et puis, on va avoir une bonne santé. C'est le même bagage là, santé mentale. Comme si vous avez un diagnostic, mais il n'est pas dire malade. OK. Bail qui est dangereux en ce qui concerne la santé mentale, c'est qu'un bel caché. Sur qu'un bel caché, c'est le sable, bail va mal passer. Donc, c'est sous gagner un problème, Ouais. et pour qu'il y ait un bel pour. C'est ça? C'est ça. Exactement. Pour qu'un bel pour. Et puis, sous l'enfant Non, mien, mais avec qui est-ce pour parler? Entourage ou bien chercher centre-vivre ou bien chercher psychologue ou bien... centre-vivre, c'est certain, centre-vivre pas gain importance pour bail santé dans toute population, on comprend. Bon, nous, c'est-à-dire, nous basés à Port-au-Prince, nous pas au Cap-Haïtien, mais là, nous voulons aider, comment dirais-je, amélioration, compréhension, problème santé mentale là, et puis traitement, problème santé mentale là, c'est que nous allons organiser. Nous avons déjà fait ça, organiser séminaires, former Moon, aider peut-être mettre sur pied des messages, parce que information psychoéducative sont qui très très important. Et ça peut permettre, par exemple, diminuer discrimination au sujet de santé mentale là. On a l'équipe au centre là, ça t'a inauguré aujourd'hui. Rapidement, quelques mots, bon local centre là. Local là situé à Paco, 2 Impasse Tulipe. Et puis, numéro 1 pour nous joindre, nous, c'est 509 31 31 56 76. Nous avons un compte Facebook, Centre Vive, et nous sur Instagram, Centre Vive aussi. Et on travaille tous les jours, du lundi au vendredi. Oui, du lundi au vendredi, toujours gain moun. Nous avons ligne 31 31 56 76, ou qu'à appeler en tout temps sous lit. On va toujours joindre un monde pour répondre nous sur un problème. OK. Et si vous sentez ou pas bien, nous faisons traitement tout. Nous faisons traitement, il y a un psychiatre disponible, un psychologue pour encadrer le monde, c'est ça? Exactement. Là, bien comprendre bagaille. Exactement. OK. Maintenant, on a fini. Je vais laisser la chance à Catherine pour le dernier mot. Je vais lui donner la chance de passer le dernier mot. Mais avant, il y a une demande. Les gens de Cause et Santé à Jacmel vous disent qu'ils auraient bien aimé un jour vous recevoir à Jacmel pour des formations. Dites-leur que nous sommes très touchés et qu'ils peuvent nous contacter et nous pourrons organiser une visite. Ils sont à l'écoute et ils comprennent. Donc ils vont s'arranger pour vous accueillir. Tout à fait. Le dernier mot, Catherine? Au niveau du centre et de la santé mentale, moi, je crois que le message qui est à passer, c'est de tout d'abord commencer à parler de santé mentale. Il n'y a pas de honte. La santé mentale, le bien-être psychologique, c'est ce qu'on souhaite tous. Et puis, il y a des moments plus difficiles dans la vie qui sont, comme on le dit, sur un continuum d'une légère difficulté jusqu'à la psychiatrie. Et il y a moyen, avec un traitement approprié, de recouvrer un bien-être psychologique. Alors, je vous encourage à en parler et à venir nous voir et aller chercher l'aide qui est nécessaire. Les solutions existent. Oui, tout à fait. Et pour chaque niveau, tout à fait. Il faut en parler et il faut aller chercher de l'aide. Il faudrait une autre émission à la rubrique Le Point. Ça sera avec plaisir. Merci. Nous sommes à votre disposition. Merci infiniment. Voilà, et Dr Valérie Alix, directrice clinique du centre, Catherine Lecorf, spécialiste en activité clinique, Dr Hans Lamar, directeur du département de santé mentale de la faculté de médecine. Merci infiniment. Je dis merci aussi à Mme Lérisson qui a fait la coordination. Et merci de nous recevoir et c'est toujours un plaisir. C'est notre deuxième rencontre et je vais devenir accro à cette émission. Je vous en prie. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 groupes d'invités aujourd'hui. Merci de l'accueil. Merci surtout de l'hospitalité. Passez un excellent week-end avec Métropole. Et à lundi. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading